de prospérité également pour le pays. Je voudrais également adresser mes salutations à l'ensemble des guides religieux de ce pays. Aujourd'hui, nous célébrons une fête religieuse qui est la consécration d'un mois de pénitence. Pour nous musulmans, pour nos amis chrétiens, il reste encore quelques jours. J'en profite en tout cas par anticipation pour leur souhaiter également une très bonne fête, une très bonne fin de carême, une très bonne fête de Pâques. Adresser mes vœux à l'ensemble des musulmans, mais l'ensemble des guides religieux, de tous les guides religieux réunis, les guides confrériques, les guides de structures d'associations religieuses, les imams, les prédicateurs, les enseignants. Je leur souhaite à tous, les prêtres, tous une très bonne fête. Féliciter également l'imam pour la qualité de son sermon. Il nous a entretenu de mots sociétaux extrêmement prégnants dans notre société actuelle, tels que la jalousie, l'envie, la médisance, sur des bases qui ne sont pas souvent fondées. Et aujourd'hui, si on voit ce qui se passe dans notre société, facilité par des outils et des instruments comme les réseaux sociaux, évidemment, ça remet au goût du jour le sermon, l'excellent sermon de l'imam, et nous nous approprions ces considérations. Dire aussi que le Sénégal est un pays de liberté. La liberté ne veut pas dire le libertinage. Ça ne veut pas dire que chacun peut faire ce qu'il veut. Un pays de liberté, liberté encadrée par des textes, des lois. La Constitution elle-même d'abord, des textes de loi et des textes réglementaires. Parmi ces libertés, il y a la liberté d'association, il y a la liberté politique, les libertés politiques. Et nous reconnaissons cette liberté à tout le monde. Nous-mêmes avons joui de cette liberté, continuons à en jouir, c'est pourquoi nous sommes là en train de parler. Nous avons pu en jouir en étant dans l'opposition. Nous la reconnaissons à tout le monde et nous sommes là en tant que tenants du pouvoir actuel pour garantir ces libertés, mais sans excès, sans exagération et sans conséquences dommageables sur la paix et la sécurité sociale. Et c'est pourquoi je voudrais lancer un appel à tout le monde, à la sérénité, au sens de la responsabilité. Nous sommes tous Sénégalais. Chacun a le droit de s'opposer par les idées, de marquer son désaccord par rapport à des politiques publiques, sans pour autant que ça prenne certaines formes, parce que ce ne serait pas tolérable. Et nous sommes là pour assumer nos responsabilités aussi de garantir, aussi bien pour ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous. Nous ne faisons pas de distinction. Nous avons la responsabilité de préserver un certain nombre d'éléments importants pour le pays, notamment pour sa stabilité. Lancer un appel aux Sénégalais. Nous avons démarré un travail qui n'est pas un travail simple. Mais j'ai rappelé que le fondement de notre combat politique, c'est d'abord le patriotisme. Le patriotisme, c'est aimer son pays, plus que soi-même. Être prêt à tout donner pour son pays. C'est extrêmement important. Le patriotisme, ça signifie ne pas s'approprier ce qui appartient à la collectivité. Défendre les intérêts du pays. Vaille que vaille, quel que soit l'interlocuteur que vous avez en face de vous, et quel que soit le pays d'où il vient, sa puissance financière, économique, c'est de défendre d'abord les intérêts du Sénégal. Ne n'apposer sa signature que quand on est sûr que les intérêts du Sénégal sont saufs. La souveraineté ensuite, c'est extrêmement important. Un pays qui n'a pas les moyens de sa souveraineté ne peut pas être un pays indépendant. Il faut qu'on soit très clair avec les Sénégalais. Souvent, on réclame beaucoup de choses. Les Sénégalais, entre guillemets, certains d'entre nous, vont au-delà du patriotisme et de la souveraineté. Ça prend une forme même de, excusez-moi du terme, de parler de suffisance. Nous sommes, c'est bien. Mais il faut avoir les moyens de sa souveraineté. C'est extrêmement important. Quand vous dépendez trop de l'extérieur, vous êtes difficilement souverain. Et des pays ont démontré à quoi ça sert la souveraineté. Aujourd'hui, si vous voyez un pays comme l'Iran, qui malgré presque 40 ans d'embargo, de toutes sortes de persécutions, résiste encore, c'est que l'Iran a créé les conditions de sa souveraineté. Sa souveraineté technologique, sa souveraineté économique, sa souveraineté militaire, ainsi de suite, ce qui lui permet aujourd'hui de résister. Il nous faut travailler à construire cette souveraineté. Elle ne se décrète pas. Et ça passe par tout ce qu'on est en train de faire. Reprendre les secteurs stratégiques qui ont été malheureusement arrachés au pays dans des conditions extrêmement nébuleuses. Remettre la transparence et la bonne gouvernance au cœur de l'action publique. Travailler à créer
les conditions de la richesse endogène. C'est vrai, on va travailler avec le monde entier, mais qu'on se donne les moyens pour qu'aujourd'hui, si on fait 10% de croissance, que les 8% au moins restent au Sénégal. C'est ça le challenge. Or, jusqu'à présent, on avait une croissance extravertie. On annonçait 5%, 7%, mais ce qui est sûr, c'est que les 80% de cette croissance sortaient du pays. C'est pourquoi ça n'a jamais créé de richesse, ça n'a jamais résorbé la crise de l'emploi. Mais tout ça, c'est un construit. Ça ne se décrète pas d'un jour ni un mois. Un État, ça se bâtit méthodiquement, brique après brique, mois après mois, année après année. Et c'est à cela que nous invitons les Sénégalais. Et ensuite, la création de la richesse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut créer d'abord la richesse avant de la distribuer. Un pays qui est surendetté, vous savez bien l'héritage qu'on nous a laissé ici. On avait prévenu les Sénégalais. Si vous prenez plus de 70% de toutes vos recettes pour payer des dettes, vous n'avez pas de richesse à partager. Nous faisons des gymnastiques énormes pour continuer à garder un certain nombre de facteurs stables, payer les salaires, diminuer le coût de la vie, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas imaginer les efforts que nous faisons, mais nous devons tous nous ceindre les reins pour travailler à créer de la richesse, nous débarrasser de cette dette qui est un poids. Mais c'est tous ensemble qu'on va le faire. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre. C'est tous ensemble qu'on va travailler à le faire. Ça, c'est extrêmement important. Et enfin, la justice. Un pays sans justice est un pays forcément sous-développé. La justice est au début et à la fin de tout processus de développement. Même les investisseurs, l'un des premiers indicateurs, à part les infrastructures, le coût fiscal, la justice vient même avant le coût fiscal. C'est de dire, est-ce que mes investissements seront sécurisés juridiquement si j'investis des milliards dans ce pays? Donc la justice, elle est importante et ce chantier n'est pas encore entamé, a fortiori finalisé. Les mêmes tares que nous dénoncions sont encore là et il est important que la justice s'applique de la manière la plus transparente mais la plus égale également à tous les citoyens. Tous les citoyens. Si il est établi que la loi a été allègrement violée, il faut que la justice, avec des preuves concrètes, des procès équitables, pas des dossiers fabriqués contre X ou Y, à partir de ce moment, quel que soit le rang de la personne, il faut que la justice puisse s'appliquer. Et il y a aujourd'hui des dossiers qui sont en latence, qui attendent depuis longtemps et qui ne sont pas traités de manière conséquente. Et c'est pourquoi aujourd'hui le peuple n'y croit plus tellement à une bonne application de la justice. Et c'est un chantier qui nous interpelle tous. En ce qui me concerne, malheureusement, en fonction, dans les limites de mes pouvoirs, je fais ce que je peux, mais c'est un chantier qui interpelle tout le peuple sénégalais, qui interpelle le gouvernement, qui interpelle la justice elle-même, tous les acteurs de la justice, et nous devons y travailler. Et enfin, le message panafricain. J'avais depuis 10 ans, je dis aux gens qu'il est possible d'être développé, même en étant un petit pays. Mais il n'est pas possible d'être puissant. Or, ce qui se joue à travers le monde aujourd'hui, c'est des puissances. Mon rêve, c'est de voir l'émergence d'une puissance africaine. Et je pense que l'Afrique de l'Ouest a tous les atouts. Il y a une certaine intégration culturelle entre les Africains de l'Ouest. Une forte mobilité des populations. Il y a des identités fortes, des identités similaires à travers tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons pu mettre en place une organisation qui est celle qui fonctionne le mieux parmi les organisations sous-régionales en Afrique, qui est la CEDEAO. Et un petit cadre qui nous concerne, nous, lui ou moi. Tous les ingrédients sont là. Il faut que le leadership politique porte ce plaidoyer, mais en attendant, il faut que les peuples, parce qu'une intégration des leaders sans les peuples n'est pas une intégration. Et moi, je rêve sur les 20 prochaines années de la construction d'une puissance sous-régionale, africaine, panafricaine, qui nous permette de compter sur le plan économique, sur le plan politique, mais également sur le plan militaire, là où les décisions se prennent, qu'on puisse être siégé également, pour que l'Afrique ne soit plus ce parent pauvre de la scène internationale. Donc je vous remercie pour cette interview. D'abord, à quand la réhabilitation du pont Imbadiane et l'ouverture de l'aéroport de Ziguinchor? La deuxième question, c'est les 3 bien sûr, soldats qui sont décédés au Nord-Syrien. Aujourd'hui, quel commentaire faites-vous bien sûr de cette actualité? Pour l'aéroport de Ziguinchor, en venant, j'avais même voulu atterrir à l'aéroport. J'avais demandé au ministre des Transports et au ministre des Infrastructures de voir est-ce qu'il était possible d'atterrir à Ziguinchor. Ils m'ont dit qu'ils sont en train de faire la dernière couche d'enrobé et que l'engagement qui a été pris de livrer cet aéroport en fin avril sera, Inch'Allah, respecté. Nous sommes tous pressés que cet aéroport rouvre et ça permettra de faire les travaux de
sur la route de Cap Skirring de manière beaucoup plus sereine. Mais je crois que les ministres vont respecter cet agenda-là et que bientôt cet aéroport sera réouvert, Inch'Allah. Pour le pont Émile Badiane, nous avons inscrit cette année dans le budget. Vous savez, nous avions lancé le marché. Une entreprise, un consortium entre une entreprise chinoise et une entreprise sénégalaise avait gagné le marché. Mais malheureusement, la situation de la dette et la suspension de notre programme avec le FMI a fait que le financement qui devait être donné par Exim China, ils ont considéré qu'ils attendent l'évolution de nos discussions avec le FMI. Et j'ai dit on ne peut pas attendre. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de souveraineté. Vous voyez là où c'est important d'avoir sa souveraineté. Ma stratégie, si Dieu nous aide, c'est que tous nos chantiers stratégiques, qu'on n'attende plus un financement de l'extérieur. C'est pourquoi sur le budget 2026, j'ai inscrit 30 milliards de crédits pour qu'on finalise des études et que la pose de la première pierre puisse se faire le plus tôt possible cette année 2026 et qu'avec partenaires ou sans partenaires, nous puissions commencer avec nos propres moyens. Nous sommes en train de travailler à ça et je pense que bientôt on viendra faire la pose de la première pierre. On a dit aussi que nous ne voulons pas, la doctrine du président c'est de dire partout où on fait la pose d'une première pierre, le lendemain la deuxième pierre doit être posée. Ce que les gens faisaient, on vient, on fait des cérémonies, on pose la première pierre et puis les gens disparaissent pendant 5 ans. On ne veut plus de ça. Donc si on vient pour poser la première pierre, c'est qu'on doit commencer les travaux. Et c'est pourquoi nous sommes en train de finaliser. Nous sommes conscients du danger, mais nous y travaillons. Enfin, pour la question que vous avez soulevée, je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles éplorées. C'est toujours des pertes entre Sénégalais. Quand vous voyez la liste des soldats qui sont tombés, il y en a de toutes les zones du Sénégal. Il y en a 2, je crois, qui sont ici de la Casamance, Oufali Sonko et le Badi. Il y en a qui sont d'autres zones du Sénégal. C'est des pertes douloureuses. Certainement, de l'autre côté, il y a des pertes peut-être plus importantes, mais c'est tous des Sénégalais. Je voudrais réitérer ici ce que j'ai dit depuis longtemps. Si vous vous rappelez, lors du meeting de Bignona en 2019, j'étais candidat à l'élection présidentielle. J'avais réitéré que si nous sommes élus, nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait une zone d'exception au Sénégal. Aucun centimètre du territoire sénégalais ne constituera une exception. Et que nous nous donnerons tous les moyens. Notre souhait, c'est dans les plus brefs délais d'en finir avec cette histoire, mais dans la négociation, le consensus et la paix. Nous sommes très avancés avec certaines factions, comme vous l'avez vu. Moi-même, j'ai été à Bissau pour parapher un accord. Et sur ces zones-là, tout est calme. Nous les encourageons à continuer dans ce sens-là et à sortir de cette situation, à revenir dans la vie civile, réintégrer la société. Et l'État est là pour accompagner. Beaucoup de mesures ont été prises pour les États civils, faire leurs papiers pour eux et leurs familles, les accompagnements pour leur permettre de s'insérer dans la société. Globalement, c'est devenu résiduel. Et ce n'est plus une affaire d'indépendance, c'est une affaire de culture de cannabis. Les ratissages de l'armée, ils sont pas face à des revendications irrédentistes, ils font face à des zones, des périmètres consacrés aujourd'hui à la culture du cannabis, laquelle récolte aujourd'hui est en train de faire des ravages au niveau des populations. De la Casamance et du Sénégal tout entier. Un État responsable ne peut pas accepter ça, c'est une question de santé publique. Et nous allons continuer à dire à nos forces de défense et de sécurité, à l'armée nationale, de faire le travail qu'il doit faire dans toutes les zones où il y a ces cultures pour qu'on n'ait pas des sanctuaires consacrés à ces cultures illicites et dangereuses pour la santé. C'est regrettable qu'il y ait encore des pertes en vies humaines. Et il y a eu une perte à l'issue d'accrochages, d'autres c'est un accident. Mais nous nous donnerons tous les moyens pour qu'il n'en soit plus ainsi. Si les gens sont dans les dispositions de discuter, de sortir, parce que désormais c'est quelques groupuscules, ce n'est plus ce qu'on a connu ici quand on était enfant. S'ils sont dans les dispositions, nous leur tendons la main. J'ai toujours dit que je suis prêt à rencontrer, à aller partout, y compris à les trouver là-bas pour qu'on en finisse. Mais autrement, l'État se donnera tous les moyens, avec toute la rigueur qu'il faut, avec toutes les forces dont il dispose, pour sécuriser le territoire national et en faire un territoire pacifié
pour que les populations puissent revenir s'installer dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, œuvrer à